en moins d'enseignants québécois prennent la route de l'Ontario. On vit une grande pénurie au Québec. Nos jeunes, quand ils finissent leur cours, sont souvent déjà placés dans nos centres de services. Ils seraient 30% moins nombreux à aller travailler dans cette province depuis 5 ans. Parc Canada décide d'en finir avec un conflit vieux de 50 ans au Nouveau-Brunswick. Moi, je vais descendre là voir ce qu'ils ont fait. Les sondes à mon père et à mon frère sont là. Et les Maoris de Nouvelle-Zélande, un modèle de réconciliation pour les peuples autochtones. Bonjour, ici Mathieu Bellumeur, bienvenue au Radio Journal. L'Ontario attire de moins en moins les enseignants québécois. Faut dire que pendant des années, le réseau scolaire ontarien avait la cote auprès des jeunes diplômés des universités québécoises. Et depuis 5 ans, le nombre d'enseignants qui traversent la rivière des Outaouais a chuté de plus de 30%. J'en parle avec Jean-Philippe Robillard qui a compilé ces données. Comment on peut expliquer cette baisse, Jean-Philippe? Eh bien, c'est la pénurie de personnel qu'on connaît dans le réseau de l'éducation du Québec, Mathieu, qui retiendrait les enseignants. Alors, il y en a maintenant de moins en moins qui décident de quitter pour l'Ontario. Si on regarde les données de l'Ordre des enseignants de l'Ontario, depuis 5 ans, le nombre d'enseignants formés au Québec qui choisissent chaque année d'aller travailler dans le réseau scolaire ontarien est en baisse de 33%. On écoute la présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement, Josée Scalabrini. Étant donné qu'on vit une grande pénurie au Québec, nos jeunes, quand ils finissent leur cours, sont souvent déjà placés dans nos centres de services scolaires. Donc, ces jeunes-là qui sortent de nos universités ont plus besoin de s'expatrier, d'aller dans d'autres provinces. Faut dire, Jean-Philippe, que l'exode des enseignants vers l'Ontario, ça a longtemps été un problème pour le réseau scolaire québécois. Oui, ça a été un enjeu important parce qu'il y avait plus d'emplois disponibles en Ontario, parce que les salaires sont meilleurs là-bas. Certaines années, il y a eu, Mathieu, plus de 200 enseignants qui ont quitté le Québec. L'an passé, il y en a eu 106. On écoute Yves Lévesque, il est le directeur général de l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques. Il y a un ralentissement parce qu'il y a une pénurie. Parce que je veux dire, au Québec, avant, tu avais de la difficulté à trouver une permanence. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Donc, je veux dire, c'est pas tout le monde qui veut aller vivre dans une autre province. Alors, c'est une tendance qui devrait se poursuivre, qui devrait se maintenir avec tous les postes disponibles dans les écoles du Québec et avec l'amélioration des conditions salariales des nouveaux enseignants. Merci Jean-Philippe. Rendons-nous maintenant au Nouveau-Brunswick. Parc Canada a décidé d'en finir avec les occupants illégaux du parc national Couchibougouac. Toutes les possessions de la famille Vautour qui occupe illégalement une portion du site depuis plus de 50 ans ont été retirées de la maison et entreposées ailleurs. Sarah Derry vient d'arriver sur place. Alors, Sarah, d'abord, rappelez-nous qui sont les Vautours et pourquoi ils occupaient ce parc. Jackie Vautour, c'est un militant acadien qui s'est opposé toujours vivement à l'expropriation des familles qui vivaient sur le territoire ici, sur la côte est du Nouveau-Brunswick, avant la création du parc national qui est devenu le parc national Couchibougouac à la fin des années 1960. Même après qu'on l'ait exproprié, il est resté dans le parc, il s'est installé dans une petite maison avec sa famille, il a passé une bonne partie du reste de sa vie. Il a toujours tenté de faire reconnaître devant des tribunaux un droit ancestral sur ses terres, sans succès. Il est décédé en 2021. Parc Canada a voulu ensuite que les membres de sa famille, la veuve de Jackie Vautour, entre autres, sortent du parc. Ils avaient offert de l'aide à sa femme pour relocaliser les biens de la famille. Ils ont toujours refusé. Et Parc Canada a donné un ultimatum. Ils avaient jusqu'au 31 mars de l'année dernière pour quitter le parc. Ils ne sont pas partis. Donc hier, Parc Canada a barré l'accès au parc pour mettre un terme à ce qu'il qualifie d'occupation illégale. Les membres de sa famille étaient sur place hier. Je vous laisse entendre la fille de Jackie Vautour, Maureen Vautour. Moi, je vais descendre là voir ce qu'ils ont fait. Parce que les sondes à mon père et à mon frère sont là. Puis si ils ont piété là-dessus, il n'y a plus rien, là. Enough is enough, OK? On a eu assez, là. Bon, Sarah, le gros de l'opération déménagement s'est déroulé hier. Qu'est-ce qui se passe sur place ce matin? Mais rapidement, il ne reste plus rien de la famille Vautour. Le parc est de nouveau ouvert, mais plus de traces de campement. La famille n'est plus là non plus. On tente d'en savoir plus sur ce qui s'est déroulé dans l'opération cette nuit. Merci, Sarah. L'Alliance de la fonction publique du Canada s'apprête à dévoiler le résultat des votes de grève qui se sont tenus ces dernières semaines. Les négociations avec le gouvernement fédéral pour le renouvellement des conventions collectives de près de 120 000 fonctionnaires sont difficiles. Dans une note transmise à ses membres la semaine dernière, l'Alliance affirme qu'elle est certaine d'obtenir un mandat de grève sans équivoque.
La ville de Gatineau suspend la menace d'emprisonnement de 300 personnes en situation d'itinérance pour non-paiement d'amende. Faut dire que l'emprisonnement de sans-abri est une pratique proscrite au Québec depuis 2020. Julien David Pelletier. C'est la fin d'une menace qui pesait sur au moins 300 personnes en situation d'itinérance à Gatineau. Des personnes sans abri qui avaient cumulé des centaines, voire des milliers de dollars en contravention pour des infractions à des règlements municipaux. Dans une demande présentée devant la Cour supérieure du Québec, la Ville dit vouloir analyser les circonstances dans lesquelles un total de 1669 mandats d'emprisonnement ont été émis. Le tout pour éventuellement éviter des emprisonnements qui pourraient être jugés illégaux. Cette demande découle d'une procédure visant à faire libérer un homme qui était illégalement emprisonné jusqu'à tout récemment. La Cour supérieure du Québec a ordonné sa libération en mars dernier, tout en critiquant la Cour municipale d'avoir omis de vérifier sa capacité de payer. Sylvie Bordelais est avocate en droit carcéral. Je vous dirais que je suis un peu éberluée de penser qu'un juge qui a quand même le devoir de protéger les droits constitutionnels des citoyens canadiens, ne s'en serait pas soucié plus qu'il faut. Pour la doyenne de la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, Marie-Ève Sylvestre, il était plus que temps de mettre fin à cette pratique. Avant de prendre une décision avec une telle conséquence, c'est le minimum, je pense, que les juges respectent la loi. La demande de suspension des mandats d'emprisonnement de la ville de Gatineau devrait être entendue en Cour supérieure le mois prochain. Ici Julien David Pelletier, Radio-Canada, Gatineau. Un Québécois qui a été la cible de harcèlement sur Internet pendant près de 2 ans veut inciter d'autres victimes de cyber-intimidation à porter plainte. Si plusieurs intimidateurs sévissent en ligne de manière anonyme, le cas de Sébastien Rioux démontre que les agresseurs peuvent être débusqués. Patrick Bergeron. Entre le 1er mai 2020 et le 4 août 2021, le documentariste et musicien Sébastien Rioux a reçu un nombre incalculable de messages haineux qui provenaient de différents comptes Instagram, YouTube, Twitter ou encore par courriel. On est dans un ère où le numérique prend beaucoup de place et où les gens de plus en plus se laissent aller sur les propos haineux. Après 1 an d'enquête, les policiers ont pu prouver que toutes ces menaces venaient d'un seul homme. Peter Poncak, un résident de Gatineau âgé de 38 ans, a d'ailleurs plaidé coupable le 22 mars à Rivière-du-Loup à une accusation d'harcèlement criminel. L'homme n'en est pas à ses premiers démêlés avec la justice. Entre 2008 et 2021, il a fait face à de nombreuses accusations et a été reconnu coupable à 6 reprises pour harcèlement, voie de fait et omission de se conformer à des ordonnances. Encore à ce jour, Sébastien Rioux n'a que très peu parlé de cette histoire. Le résident de Trois-Pistoles aimerait maintenant faire des conférences dans les écoles, une façon pour lui de sensibiliser jeunes et moins jeunes à cette problématique de la cyber-intimidation. Je pense que c'est maintenant tout de suite qu'il faut essayer de désamorcer ça. Peter Poncak devra se présenter au palais de justice de Rivière-du-Loup le 15 septembre. Coupable d'harcèlement criminel, il s'expose à une peine maximale de 10 ans. Ici Patrick Bergeron, Radio-Canada, à Rivière-du-Loup. Ailleurs dans le monde. Le processus de réconciliation avec les Maoris en Nouvelle-Zélande est souvent cité en exemple pour les Autochtones du monde entier. Il a été entamé dans les années 70 et aujourd'hui, la langue est enseignée dans les écoles. Voici un reportage de notre envoyé spécial, Philippe Leblanc. Dans la classe de Madame Taylor, les élèves sont assis en cercle autour d'elle. Ils pratiquent vocabulaire et prononciation avec leur enseignante au visage arborant un tatouage traditionnel maori. Les enfants apprennent dans leur langue. L'éducation est un des piliers de la revitalisation de la culture maori. Depuis 1990, le gouvernement finance des écoles primaires d'immersion en maori, ce qui a fait augmenter le taux de réussite des jeunes maoris. De quoi émerveiller l'enseignante Taylor, qui n'a pas eu ce privilège lorsqu'elle était toute jeune. Les enfants grandissent avec leur propre langue, leur propre histoire et leur propre chanson, explique-t-elle. Ils sont fiers de qui ils sont. École d'immersion, mais aussi quelques cours offerts au secondaire. Près de 30% des Néo-Zélandais ont reçu de l'enseignement en maori l'an dernier. Mais pour ceux qui ne sont pas en immersion, l'apprentissage demeure difficile. Le réflexe naturel est de parler en anglais entre amis. My family speak Maori, so sometimes I can't really understand them. Plusieurs membres de ma famille parlent maori, mais je ne peux pas toujours les comprendre, dit cet élève. Malgré tout, le gouvernement néo-zélandais veut élargir l'éducation maori dans les prochaines années.
Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Rotorua, en Nouvelle-Zélande. Un mot en terminant sur les pannes d'électricité. Il reste un peu plus de 2000 clients d'Hydro-Québec privés de courant. Les 3/4 se trouvent sur l'île de Montréal. Voilà, c'était le Réseau Journal. Bonne journée. Bon, vous avez suivi le journal, n'est-ce pas? Voilà le journal chez les autres, comprenez? Alors, on a voulu que vous puissiez quand même suivre ce journal pour comprendre ce qui se passe. Ce qu'on appelle le journal est fully loaded, comme on a l'habitude de dire. Hein? Vous avez entendu, on a parlé de l'emploi, hein? L'emploi. Éventuellement, une compétition, hein, dans le domaine d'emploi en ce qui concerne les enseignants, hein, de la province du Québec et de la province de l'Ontario. Vous comprenez? Et là, vous avez là un choix des citoyens du Canada qui se décident de soit, après avoir terminé leurs études, certains avec une expérience ou pas, je vais le rappeler après. Certains avec une expérience ou pas, certains avec une expérience ou pas, ont donc le choix, hein, d'aller là où on leur propose mieux, où l'offre est plus juteuse, on peut le dire. Hein. Donc ce qui se passait avant, c'est que l'Ontario, donc éventuellement avec vos capitales Toronto, où je suis, avait des meilleures offres d'emploi, les meilleures conditions pour les enseignants. Donc si vous avez choisi d'être un enseignant ou votre carrière est dans le domaine de l'enseignement, en comparaison entre la province de Québec et celle d'Ontario, il était plus avantageux pour vous de venir travailler dans l'Ontario. Donc on constatait, on peut simplement dire, une fuite des compétences, hein, de Québec, de la province du Québec vers l'Ontario. Parce que tout ceci est dû à des salaires très élevés pour les enseignants, les conditions, les bénéfices qui viennent avec, la pension, voilà, l'assurance maladie, l'assurance santé, tout ça, les avantages, voilà. Donc le Québec, la province du Québec, se faisait saigner simplement de sa compétence en ce qui concerne le domaine d'enseignement. Vous comprenez? Et là, le Québec a changé la formule. Mais le Québec a réfléchi. Donc, il y a eu des cerveaux-penseurs. Et bien évidemment, les gens sont restés là. Ils ont travaillé en collaboration avec les gouvernants. Ils ont donc décidé comment devons-nous protéger la matière grise, la compétence, pour que cette compétence demeure dans la province du Québec et bénéficie aux enfants du Québec. Comprenez? Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont donc changé la formulation. Hein? Ils ont donné beaucoup plus des avantages, l'augmentation des salaires, des conditions de vie et tout ça. Et ce qui permet donc aux jeunes, ou encore à ceux qui sont déjà expérimentés, quand ils finissent, enfin ceux qui sont déjà expérimentés, c'est-à-dire qu'ils enseignent là-bas, ils essaient donc de comparer, est-ce que c'est possible pour moi d'aller au Québec, en Ontario, ou de rester au Québec. Aussi des jeunes qui finissent des emplois, qui finissent leurs études, qui souhaitent rentrer dans le monde professionnel, dans le domaine d'enseignement, ont donc un choix d'une manière claire. Ils essaient de balancer où est-ce qu'ils vont tirer le maximum de leur profit. Est-ce que c'est dans la province d'Ontario ou de rester chez moi au Québec? Bon, là, on parle de 30% de réduction de fuite des cerveaux, hein? Donc de fuite des enseignements. Donc 30% de réduction. Donc le Québec perdait 30% de sa capacité. Donc des gens conformes, des gens expérimentés du Québec qui venaient dans l'Ontario parce que les gens suivaient les bénéfices qui viennent avec le salaire et ainsi de suite. Donc là, il y a eu réduction de 30%. Donc,
Aujourd'hui, les enseignants, ceux qui veulent mener leur carrière dans le domaine d'enseignement, préfèrent désormais rester au Québec. Et même là, nous constatons certaines fuites des cerveaux de l'Ontario vers le Québec. Parce que les gens suivent les avantages, parce que la vie en Ontario est très chère. Hein. Le Québec aussi, c'est quand même cher. Ils ont quand même la taxation très élevée. Mais quand tu compares, par exemple, les prix de maison ici en Ontario et au Québec, il n'y a pas match. Si tu vends une maison ici déjà dans l'Ontario, tu ne vas jamais avoir une chambre, enfin une maison à 2 chambres à moins d'1 million de dollars. C'est totalement impossible. Hein? Totalement impossible. Spécialement si vous êtes autour de Grand Toronto. Hein? Du Grand Toronto. Totalement impossible. Donc, si tu vends une maison à 1 million de dollars ici, au Québec, tu as une très bonne maison à moins d'1 million de dollars. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est clair. Donc, pourquoi j'ai voulu faire jouer ce journal? Vous voyez, ici, nous sommes dans le contexte de la fédération. C'est la fédération au Canada. Donc, l'Ontario, c'est une province et gérée par un gouvernement provincial. Et ce gouvernement a des politiques de bâtir des stratégies dans le domaine d'enseignement éducatif, ainsi de suite. Donner le meilleur. Et la province du Québec, c'est la même chose. Et toutes les autres provinces et territoires du Canada. C'est ça la politique de la fédération. Vous comprenez? Vous voulez bâtir une éducation, fonder une véritable éducation sur des compétences, vous devez mettre des moyens afin que les élèves qui sortiront de vos écoles soient les meilleurs. C'est un investissement et donc il y a le retour sur l'investissement. Si vous comprenez. Et c'est ce que nous proposons chez nous dans le contexte de la fédération. Si vous comprenez. Donc ceux qui pensent que bon, nous sommes simplement en train de diviser, voilà, et non, c'est ce qui va se passer chez nous. Il y aura la compétition. Tu es de Mpangala, tu as des compétences, on a besoin de toi dans le royaume de Luango. Tu iras, tu fais ta demande, tu vas travailler. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la vision. On ne peut pas bloquer des gens, c'est-à-dire que un individu décide de vous affecter là où vous ne voulez pas. Surtout que chez nous, nous les Congos, dans la République de Moshi-Brazzaville, on les bascule là-bas, dans les eaux là-bas, au nord là-bas, pour aller enseigner leurs enfants les plus cons. Vous comprenez? Et c'est eux qui viennent chez nous pour venir occuper les fonctions. Donc ça, on va supprimer ça. Et ça permet de balancer les compétences. Quelle est la province qui propose mieux? Et ça donnera le libre choix des gens pour partir. Donc, c'est très important. Vous voyez qu'on parle ici du domaine de l'emploi. Et on parle du domaine des compétences. Et au niveau de la Fédération Congo, c'est comme ça que ça va se faire. Dans ce même journal, on n'a pas simplement parlé de l'emploi, mais ils ont aussi parlé des terres, la protection des terres. Vous avez suivi, on a parlé d'une famille qui avait occupé un territoire du parc national du Canada. Et cette famille réclame que ça fait partie de leur territoire ancestral, leur terre ancestrale, même avant que ce terrain-là puisse être incorporé comme un patrimoine du Canada. Si vous comprenez. Et cette famille-là a lutté, quand même que le père, puisque après c'est la fille qu'on a passée, quand même, le père a toujours vécu, le père a toujours lutté. Il est parti, mais la justice appartient à qui? À l'homme blanc maintenant. Donc à ceux qui sont venus d'ailleurs. Donc il ne peut pas reconnaître ce gars-là comme étant le propriétaire des terres, un héritier, un ayant droit, un descendant autochtone. Et ça vous comprenez. Parce que tout est biaisé à travers les lois. Mais ce type est resté là. Il est né là. Il a grandi là. Il a vieilli là. Il est mort là. Et ce sont ses enfants qui ont pris la relève. Vous avez même suivi que
le gouvernement du Canada, donc le gouvernement fédéral, a proposé à la fille, a donné toutes les possibilités, les moyens pour qu'ils bougent à un autre endroit, pour les accompagner, moyennant de l'argent, enfin, des dédommagements et tout ça. Mais ils ont toujours dit non, ils ont refusé. Ils ont refusé. Même l'argent, ils ont refusé. Parce que c'est leur terre. Maintenant, après, vous voyez qu'on nous a plus expliqué ce qui s'est passé. On a dit, bon, ce qui s'est passé dans la nuit, on ne sait pas. Le parc a été ouvert, on a enlevé les tentes, mais on ne sait pas ce qui s'est passé après. Certainement, je suis convaincu que, comme ces gens-là sont unis, c'est un peuple très uni, je suis sûr qu'il y a eu des compromis à la fin. On a dit, bon, on va vous donner une section du parc. Voilà, on va régler cette affaire. L'affaire des terres du Congo, c'est ce qui nous arrive, nous. Nous ayons droit, propriétaires des terres, propriétaires des ressources naturelles. Nous sommes devenus des errants. Regardez, je suis dans ce pays-là. Je suis en train de conduire pour aller au travail. Je ne suis pas chez moi ici. Cette année-là, l'année 2022, je venais de payer les taxes seulement pour travailler ici. Quasiment 46 000 $. 46 000 $ des impôts. Je comprends. Maintenant, convertissez 46 000 $ en CFA, vous allez comprendre ça. Et ça, c'est le prix à payer de vivre ici, de travailler ici. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Est-ce que vous comprenez? Bon, encore ici, on peut comprendre, on améliore un peu les routes. On vous donne de l'eau, mais vous payez pour ça. Vous payez pour tous les services. C'est pas gratuit. Les écoles sont construites. Mais vous êtes propriétaire de maisons, de terrains dans cet endroit-là. Vous payez les taxes scolaires, les impôts scolaires. Est-ce que vous comprenez ça? Nous, les Congos, nous, propriétaires des terres, nos ancêtres nous ont laissé les terres. Et nous avons laissé l'étranger take over, prendre le contrôle. Et l'étranger est même en train de vendre encore nos terres aux étrangers. Et nous sommes là derrière cet étranger-là. Nous sommes à Albert. Nous sommes là en train d'acclamer. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que vous avez perdu la quintessence même d'être un Congo, un humain. Ça, c'est la ligne rouge pour chaque fils Congo. On devait prendre les Mossi, les Nordistes et tous leurs acolytes d'ennemis numéro 1 à abattre, à assassiner. C'est ça la réalité. Les terres, on ne blague pas avec l'affaire des terres. Ici, vous êtes au Canada, les autochtones se battent pour leurs terres. Ils mènent des combats, la guerre avec la police, le gouvernement fédéral, la loi et tout ça. Quand même, ils savent que les tribunaux appartiennent au colère. Mais ils sont là, boulonnés. Mais vous voulez aller marchander vos terres. Donc, désormais, vous allez aller appuyer cette fameuse idéologie des Mossi. La cohabitation désormais avec les Rwandais. On allons prendre 400 000 millions de francs CFA dans Mpangala avec la théorie de Mossi qui consiste de vous manipuler. Puisque ces gens-là vous connaissent, c'est ce qu'ils disent. Eux-mêmes disent, Blaise Elenga l'a dit. Blaise Elenga l'a dit, que nous connaissons ces gens-là. On peut les acheter pour l'argent. Pour l'argent, ils sont capables de tout. Donc, ils vous prennent, ils vous tuent, ils vous détruisent. Et les voilà qui viennent en chantage de proposer quelques miettes. Et là, regarde, écoutez les amis, leurs oreilles se sont levées quand ils entendent recrutement des anciens miliciens Ninja Cobra. Mais depuis tout ce temps qu'ils ont fait toute cette marmaille là, ils sont allés même signer les accords de Mpangala là-bas. Ils n'ont jamais recruté un. Et là, les Mossi viennent. Ils commencent à parler de la conférence sur le poule. Et tous les enfants de Mpangala aujourd'hui ont les bouches zippées parce que tous font partie de ce complot. À chacun aura sa part. Et vous êtes malades.
Ça va pas se faire. Comprenez? Et vous voulez donc aller cautionner le contrôle de vos terres par le Rwanda en partant sur ce chemin-là. Est-ce que vous comprenez ça? Mais par contre ici, les autochtones se battent toujours. Ils sont boulonnés, bloqués, zingués, en train de lutter, de protéger leurs terres, parce qu'ils disent c'est un bien que leurs ancêtres les ont laissés. Est-ce que vous comprenez? Hein? Bon, le journal a encore parlé de quoi? Le journal a parlé de la justice. Hein? Le droit des SDF. Parce qu'on a donné des contraventions aux SDF. Donc s'ils ne payaient pas, ils devaient donc aller en prison. Mais il y a un SDF qui ne travaille pas. Il fait partie quand même de la société. Donc il y a la Constitution qui protège ce genre d'individus. La Constitution protège les citoyens. Enfin des personnes vulnérables. Est-ce que vous comprenez? Vous l'avez donné des contraventions. Peut-être parce qu'il dort dehors. Ou peut-être parce qu'il dort à un endroit. Mais pourquoi il dort dehors? Pourquoi il est dans cette situation? Est-ce que le gouvernement a prévu des mécanismes pour pouvoir aider cet individu de s'en sortir? Est-ce que vous comprenez? Dans toutes ces questions, le législateur a regardé ça et a boulonné ça dans la Constitution pour pouvoir les protéger. Attendez, vous n'allez pas emmener quelqu'un en prison parce que cette personne n'a pas payé la contravention. Est-ce que cette personne a un emploi? Non. Mais comment cette personne va payer? C'est ça le droit. Hein, si vous comprenez. Donc, il y a des juges, il y a des avocats qui ont regardé ça. Là, je vois Maître Sylvain Sinda. Je crois qu'il est très bien informé de tous ces contextes de droit que je suis en train de dire ici. Comment protéger les personnes vulnérables. Donc, il faut protéger ces gens-là, abolir et appliquer la Constitution. C'est ce qui se fait. Vous comprenez? Mais non. Est-ce que dans la République du Moshi Brazzaville ou d'Oyo Brazzaville, vous avez la protection des personnages vulnérables? Non. Par exemple, la femme, chez nous, c'est une personnalité vulnérable. Hein? Est-ce que vous comprenez? Et nous, on vient dans la Fédération Congo pour protéger les femmes, en mettant la femme au centre de tout. On vient pour protéger les enfants, protéger les jeunes. Hein? Nous ne voulons plus voir nos jeunes dehors avec les machettes se battre, donc on va mettre des mécanismes. Et comment nous allons financer cela? Parce que c'est ça la politique. Et c'est ça la vision. Oui, tu donnes tel programme, comment tu vas financer? Et c'est ça la différence, hein, entre la politique de l'écoderme de Pompidou et la politique en Amérique du Nord. Vous allez regarder, même dans les campagnes électorales ici, en Amérique du Nord, vous allez toujours voir le politicien te vient avec une vision généralisée. Hein? Je donne tel programme, comment je vais le financer? Il est truc. Comment il va le financer? Mais chez vous, on ne fait que parler de la politique. Et nous, comment on va financer nos programmes dans le contexte de la Fédération Congo? C'est à travers le contrôle de nos ressources naturelles, par les Congos eux-mêmes. Oui. Et c'est cela. L'innovation est là. Mais c'est ça la base, le fondement. Nous voulons protéger nos femmes, nous voulons protéger nos sœurs, nous voulons protéger nos mamans, en leur donnant les conditions les plus ultimes. Hein? La construction des véritables hôpitaux, hein? Des programmes pour les femmes, programmes d'émancipation. Hein? Encourager une jeune fille, parce que nous aurons besoin des enfants. On va bombarder les enfants sur le Congo. Il y aura des programmes. Vous payez ça. Personne ne va nous empêcher d'augmenter notre population, surtout quand on nous a déjà tué 4 millions. Donc il faut qu'il y ait des mécanismes pour pouvoir financer ça. On va encourager l'éducation des femmes, des jeunes filles. Vous êtes une mère qui a des enfants. Comment on peut financer votre famille en vous permettant, vous la maman, d'aller à l'école, d'aller apprendre, au même moment que votre enfant est en train d'être occupé par des services que nous allons mettre en place. Et tout ça, ça demande des moyens. Pour le financer, il faut donc que vous contrôlez vos ressources naturelles. C'est ça la réalité. Vous ne pouvez pas laisser les étrangers contrôler vos ressources naturelles.
Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous avons dit. Les ressources naturelles du Congo aujourd'hui est contrôlées par les bonobos Moshi, donc les Dahomey, les Abé, donc les Ivoiriens. C'est ça la réalité, parce que tous ces peuples qui sont là-bas, ceux-là dont vous appelez les nordistes, ne sont pas de chez nous. Nos ancêtres n'ont jamais connu, jamais connu. Et ça vous comprenez. Ils ne peuvent pas nous boulonner dans le fameux contrat qu'ils ont tripatouillé avec Makoko. Makoko n'est pas de chez nous. Nos ancêtres n'ont jamais connu Makoko. Et ça vous comprenez. Nos ancêtres ne connaissent pas des Brazza. Donc ils ne peuvent pas prendre les territoires des Congo, donc de Mpangala, donc Mfomavula, Tandela, et dire qu'on va leur donner le nom d'un colon qui a tué, qui a violé des Kémites. Non, pas du tout. Ça n'a pas de sens. Nos ancêtres ont connu Grand John Elliott, le Britannique qui travaillait pour le compte de Léopold II, de la mission internationale africaine, ont connu ce gars parce qu'ils ont signé des accords avec lui, ce que nous appelons les accords ancestraux, entre 1880 et 1884. Tout de suite avant la conférence sur le Congo avec K, ce que vous avez l'habitude de dire, conférence de Berlin. Comprenez ça, chers amis? Nos ancêtres ont connu peut-être Cordier, qui avait signé avec l'ancêtre Mani Makosso du côté de Luango. Et ça, vous comprenez. Mais du côté du Nyadi, avec le roi du Nyadi, Mwalambungu, de Ludima, avec Mikaya Pongi. Donc, je suis le descendant. Du côté de Mandou, là-bas, c'est les frères et sœurs Bakamba, là-bas. Le vieux Ngimbi, Tata Ngimbi. Du côté de Kimbedi, les Ngorozoma. N'ont jamais connu des Brazza. Ni même Makoko. Donc, les ancêtres Congo, sur les 289 contrats qui ont été signés, enfin, c'est ce que le Codem nous dit, signé. Mais nous savons ce qui s'est passé. Les ancêtres Congo sont des grands conservateurs. Ils ne pouvaient pas léguer leurs terres au Lecoderme. Au Lecoderme, pas du tout. À l'étranger, non, pas du tout. C'était des grands résistants, des grands combattants, des résilients. Ils ne pouvaient pas. Donc il y a eu la violence. Et ça, vous comprenez. Mais ils nous ont vendu ça comme contrat, en s'engageant de s'occuper de nous, hein, de construire avec une collaboration étroite. Mais tout ça, c'était le mensonge. C'était simplement une manipulation pour aller présenter à leur ami les Codermes au niveau de la conférence sur le Congo avec K. Là où ils avaient rédigé Congo Conférence 4 actes, là à Berlin. Et ça, vous comprenez. Vous leur dites non, ces territoires-là nous appartiennent, disons. Et ça, vous comprenez. Donc c'est clair. Les terres doivent être protégées et le rôle de la Fédération Congo, c'est de reprendre le contrôle généralisé des terres, la protection des peuples Congo, comprenez, qu'on a imposé une guerre au départ silencieuse, secrète, comprenez, déclenchée depuis 1969. 1969, après tout de suite, le tripatouillage de la République de Mbossi-Brazzaville, le 28 novembre 1958, sous la base de la constitution criminogène de la 5e République. C'est clair, et ça vous comprenez. Et on vous a donné une manipulation d'indépendance. Vous avez été indépendant pendant 11 heures et on vous a ramené dans la communauté et vous êtes sous le joug des criminels, le Coderme, dirigé par le palais de l'enfer que nous appelons le palais de l'Élysée. Et ça vous comprenez. Donc c'est clair. Et la fédération ramène la dignité Congo, le rétablissement de la dignité par l'ordre Congo, qui consiste à protéger les enfants Congo, les femmes Congo, les vieux Congo, bref, la nation Congo, donc les humains. Deuxièmement, protéger les territoires Congo. Aucun millimètre des territoires Congo ne doit être livré à l'étranger. Et nous allons sortir les Mbossi, les nordistes, tous ces gens-là qui ont travaillé dans un complot dans le pacte du Nord, dans la destruction de la nation Congo, dans le pillage de la nation Congo, dans le vol de la volaille et du bétail Congo. Et ça, vous comprenez. C'est comme ça. Et les traites
Congo, qu'on appelle les débrasistes, donc la jambe Kaunga dans les territoires Congo, tous ces gens vont être chassés des territoires Congo d'une manière claire. Et le troisième point, dans l'ordre Congo, c'est le contrôle généralisé des ressources naturelles, pour que ça puisse produire les bienfaits. Parce que Ngwepso Mathurin Albert vous a dit, quand ils ont tripatouillé les comptes, les finances, avec les Lecodem de Pompidou, les Sarkozy Nicolas, les Dominique Strauss-Kahn, et tous ces pourris de ces Lecodem de Pompidou, en 2010, quand il a reçu cette dette avec la complicité du Bretton Woods, donc de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international dirigé par le pays de Michael Jackson, tout le monde a eu sa part dans ce grand complot. Ngwepso Mathurin Albert, le Dahomey, alias Sassou Nguesso vous a dit les bienfaits devaient réjaillir sur l'ensemble des peuples. Or, c'était une manipulation. Et ça, vous comprenez. Mais cette fois-ci, les Congos prendront le contrôle de leurs ressources naturelles. Et ça, vous comprenez. Et dans cette ligne-là, tout individu, qu'il soit leucoderme, kémite, qu'il soit citoyen de n'importe quel pays, qu'il soit un jeune qui va tenter de s'interférer dans cette démarche, nous le buterons, sans état d'âme. Et nous le buterons d'une drôle de manière, pour que ça soit une leçon du point de vue de l'histoire. Est-ce que vous comprenez? Dans ce journal, on a encore parlé de la protection de la langue. Vous avez entendu, c'est les Maoris là-bas. Comprenez? Et ce qu'on appelle le fully loaded du journal. Voilà comment les gens réfléchissent dans le journal, pour pouvoir présenter le journal. On a parlé de la protection de la langue. On a entendu les langues Maori. On a créé des écoles d'immersion en Maori. Comment protéger les langues? Et nous, de la Fédération Congo, nous sommes en train de faire la promotion de nos langues Congo. Et nous allons ramener le Kikongo comme étant la langue au centre de toutes les communications dans la nation Congo. Et c'est clair, mes frères et sœurs. Oui, nous avons le français comme un atout, mais notre culture doit revenir au centre de toutes les communications dans la nation Congo. Très important. Parce qu'à travers notre langue, nous avons le canal de communiquer avec nos ancêtres. Nous avons le canal de communiquer avec Nzambi pour le premier. Comprenez? Et nous allons ramener ça à tous les niveaux. On va prendre le Kikongo de l'État. Hein? Et la langue Congo, partout. Les mathématiques, les sciences seront désormais enseignées dans ces langues-là. C'est comme ça. Et nous allons reléguer le français au 3e, 4e rang. On va promouvoir la langue internationale dans les Congos obligatoire, qui est l'anglais. Oui, parce que on n'est pas obligé de communiquer dans la langue du colon qui nous a massacrés. Mais on peut utiliser l'anglais comme la langue de communication internationale pour les Congos. Voilà la vision. Comprenez? Donc, je vous ai joué ce journal simplement pour vous montrer le fully loaded de ce que les autres préparent pour leur journal qu'ils présentent à leurs auditeurs. Et c'est pour cette raison que j'ai joué ce journal. Et je sais pas, il y avait un autre thème qui m'échappe, que je voulais aussi parler, qu'on a parlé dans le journal, parce qu'on a parlé au moins de 3 thèmes, 4 non, on a parlé au moins de 5 thèmes ou 6 thèmes. Voilà, donc je tiens à vous souhaiter bonne journée. Vous êtes certainement déjà en fin de journée, en après-midi, sur le territoire Congo et en Europe. Et nous sommes encore au matin, il est 7h40 du matin ici, à Toronto, au Canada. Vous voyez que nous ici dans les heures de pointe. Donc, à bon entendeur, salut. Mukongo ke kilembanzao. Mukongo ke le kokoko kongritari. Kokoko kongritari. Kokoko kongritari. Matondo, Nangwilu, Yambote, Abu Pia. Ye.